Donc les ostéoclastes, une fois qu'elles sont là, elles devraient agir. Mais nous, on n'a pas en totalité de l'os dans notre corps qui est en train d'être détruit. Donc les ostéoclastes, elles sont sous une autre forme, sous forme d'autres cellules qui peuvent se différencier en ostéoclastes. Donc, on va recruter les vrais ostéoclastes pour s'associer entre elles pour former donc des cellules géantes. Et une fois qu'ils sont là, ils vont délimiter la zone à résorber. Tout était bon. À ce moment-là, ça va commencer la phase de la résorption. Ensuite, une fois que la quantité d'os nécessaire à résorber elle était donc faite, bien sûr, il y a des intermédiaires qui contrôlent des messages, des quantités de concentration de calcium libre au niveau des sites. Il y a des phénomènes, des mécanismes, seront des neurotransmetteurs qui vont contrôler, vont dire voilà, ostéoclaste, arrêtez, vous avez fini, donc c'est ce qui était demandé. À ce moment-là, ces ostéoclastes ils vont quitter les lieux et on va faire quoi? On va recruter donc les ostéoclastes. Donc, entre la résorption et la position après, il y a une phase aussi d'inverser le rôle. L'inversion, donc on va inverser le rôle. Donc cette phase d'inversion, puis la formation via la position, une fois qu'on a formé l'os selon la nouvelle forme, selon et en fonction de la contrainte qu'on a eue, l'unité multinucléaire, elle va rentrer dans un état de repos. Donc l'état de repos, il sera plus ou moins lent en fonction. Est-ce qu'on cherche de nouveau à solliciter donc la dent, ou bien est-ce qu'il y a une interférence quelque part sur la dent qui lui permet de maintenir ses déplacements. Donc, c'est le cycle qui va être donc déclenché. Une fois que le cycle déclenche, il faut que c'est fini. Qui sera déclenché au niveau des unités multinucléaires de base, et on aura ce qu'on appelle le cycle Harry-Frébeau. Ce cycle, bien sûr, il va se faire non pas sur une seule unité multinucléaire de base, mais il va se faire sur plusieurs unités. Et plusieurs unités, ils peuvent être soit au niveau de la même phase, soit à des phases décalées. Par exemple, j'ai cette table, je peux la diviser en petits carreaux. Et ces carreaux peuvent être en phase de résorption, celui à côté résorption, celui-là peut être en phase d'inversion. L'autre peut être en apposition. Et si je calcule la somme, bien la totalité de la surface, et je vois les unités multinucléaires, si elles sont majoritairement en phase de résorption, je veux dire que cette surface, elle est en résorption. Si elles sont majoritairement en phase d'inversion, je veux dire que cette surface, elle est en phase d'inversion. Donc vous voyez que lorsqu'on va parler après de la phase en résorption vers la position, ça veut dire la majorité, donc, qui dépasse à peu près 60 à 70% de l'ensemble des unités multinucléaires de base. Si je reviens donc au schéma, j'ai une surface osseuse qui était au repos. Je vais activer, donc je vais recruter au niveau de la phase d'activation un recrutement de présostéoclastes, reconnaissance de la zone à résorber, attachement de présostéoclastes et ils vont former les ostéoclastes. Donc tout étant prêt, ça commence à déclencher la résorption. Bien sûr, lorsque je parle d'une phase d'activation, c'est le recrutement, la reconnaissance, les attachements de présostéoclastes, c'est un temps, c'est le facteur temps. Et cette phase d'activation, elle peut prendre d'une semaine, 10 jours, 15 jours, ça dépend donc de la nature de l'os sur lequel il y aura ces phénomènes de résorption. Une fois qu'on est, donc je dis, on a reconnu donc la zone, bien la surface à résorber, et les ostéoclastes sont là, donc ils commencent à synthétiser donc des enzymes qui permettent donc de découper les cristaux d'hydroxyapatite et libérer donc le calcium et les ions phosphate. Les ostéoclastes vont détruire donc le tissu osseux, bien sûr, toujours sous contrôle, sous contrôle. Ils ne vont pas faire un travail comme ça, indépendant. Une fois que c'est bon, c'est fait, on va, bien sûr, reconstruire de l'os, autrement, bien sûr, sous une nouvelle forme. La phase de l'inversion, on va rétablir bien l'établissement des limites entre l'os qui est déjà mature, l'ancien, et le nouveau os qui sera
mature qu'après une période. Donc c'est ce qu'on appelle la lignée sémentante qui va se créer. Le recrutement de présostéoblastes aussi, parce que même les ostéoblastes, parfois, on aura besoin, elles sont au niveau d'une forme un peu générique de nature cellulaire. Une fois que ces présostéoblastes elles sont sur le site, ils vont se différencier en ostéoblastes et ils vont commencer la formation. La même chose, la phase d'activation elle nécessite un temps, la phase aussi d'inversion elle nécessite un temps. Une semaine, 10 jours, un peu plus ou moins, un peu plus, en fonction du patient. Donc vous voyez que au niveau de chaque phase primaire et des phases intermédiaires, il y a notion de facteur temps dont on aura besoin pour que la dent elle déclenche un déplacement. La formation, donc, elle sera avec une position du tissu donc ostéoïde. Les ostéoblastes vont reprendre l'ion calcium qui est à côté, et même l'ion phosphate, et ils vont de nouveau construire donc, des hydroxydes d'apatite, bien sûr avec des fibres qui sont déjà existantes. Il y aura la formation de la matrice ostéoïde. Je dis qu'elle aura besoin du temps pour qu'elle sera un os mature, et un os mature, donc il a la possibilité d'être de nouveau remonté. Une matrice ostéoïde, on ne peut pas la remonter, autant qu'elle n'est pas mature. Et le site, de nouveau, il va reprendre l'état de repos jusqu'à on déclenche de nouveau ces phénomènes de remodelage. Donc, ces phénomènes de remodelage, ils vont expliquer les déplacements dentaires tout au long de la vie. Donc, ces remaniements histologiques de l'os vont se traduire à l'échelle macroscopique par la migration physiologique des dents. Et les dents, ils ont une direction, bien un sens préférentiel de déplacement. Vous connaissez que les dents ont tendance à avancer. Donc, un déplacement physiologique s'est fait préférentiellement vers le côté mésial. Ils se font préférentiellement vers le côté occlusal. Donc, c'est des phénomènes d'érection. Et aussi, ils se font préférentiellement vers l'intérieur, lingual. Donc, les déplacements physiologiques, ils se font préférentiellement mésio-occluso-lingual. Donc là, où les dents peuvent se déplacer d'une façon physiologique. Mais je dis que ce déplacement physiologique, il peut, dans la majorité des cas, aggraver un problème, non pas à corriger. Sauf si on a un site, on cherche à ce qu'il fait, oui, vraiment, on laisse la dent migrer. Donc, ces remaniements constants expliquent que les alvéoles sont en permanence en paroi de résorption et en paroi d'apposition. Donc, puisque la dent elle a une préférence de migrer mésialement, donc la lamina dura, donc la corticale osseuse du côté mésial des dents, elle est tout le temps en résorption. Mais je dis en résorption, donc si je reviens, elle est tout le temps en majorité des unités multinucléaires de base en résorption. Okay? C'est ça qui va expliquer donc ces déplacements permanents. Et ce déplacement, il est permanent et il est aussi lent. Non. Il va se faire lentement. Alors que du côté distal, on sera majoritairement en apposition, parce qu'on va rattraper. Donc c'est ça qui va expliquer, ou bien c'est ça qui va permettre à la dent de se déplacer. Donc si je reviens à mon schéma de cette lamina dura et l'espace ligamentaire, si je regarde d'un côté l'épaisseur de la lamina dura, cette épaisseur d'os dense, cette épaisseur, je vais donc la trouver. D'un côté, elle est majoritairement en résorption, et de l'autre côté, elle sera en apposition. Mais en résorption, en apposition, et on va la diviser, chaque paroi, on va la diviser, en deux faces. Parce que la paroi, c'est comme un mur. Ok? Et le mur, il sépare l'intérieur de l'extérieur. Donc, si je prends cette paroi en apposition, je vais décrire une face qui regarde le desmodonte, du côté de desmodonte, donc ce mur, un côté qui regarde le desmodonte, et un côté qui regarde quoi? La corticale. Le spongieux. La spongieuse. Parce que c'est elle, la corticale. Ouais.
Donc la paroi, ou bien la face qui regarde le descendant, on va l'appeler la face descendantale. Et la face qui regarde le spongieux, on va l'appeler donc la face endostée. La même chose de l'autre côté, on va trouver une face descendantale et une face endostée. Et on va voir que lors des déplacements physiologiques, tout ce qui se passe au niveau d'une face, ce n'est pas le même qui va se passer de l'autre. Donc on aura besoin de cette paroi, mais si ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas le même qui va se passer à l'intérieur. Pour l'ouverture externe, Ouais. du mouvement, c'est ce que c'est-à-dire quand on a un faisceau qui s'ouvre, les racines migrent vers le côté externe et les colonnes vers le côté externe, ou bien Là, on va expliquer comment le couronne en racine vont se déplacer. Maintenant, j'analyse tout ce qui se passe au niveau de la racine. Je trouve qu'est-ce qui se passe quand on a la racine ou le desmodon, ou l'espace ligamentaire. Donc, retenez au niveau de chaque paroi, il y a deux faces. Une face desmodantale qui regarde le desmodon et une face endossée qui regarde le spongieux. Au niveau de la paroi, on a position. Donc, du côté où j'ai la formation osseuse. En fait, cette formation osseuse, elle s'est faite essentiellement du côté de desmodante. Du côté, donc, sur la face desmodantale, j'ai une activité en permanence des ostéoblastes qui permet donc une apposition contenue régulière, mais elle est de quantité très faible, donc 3 à 5 microns par jour. Mais elle est contenue. Chaque jour, on va déposer l'épaisseur de ces 3 à 5 microns. Mais imaginez si chaque jour, je dépose 3 à 5 microns, si je vois ça sur des années, ça veut dire donc j'aurai à avoir des millimètres, n'est-ce pas? Oui. Mais en réalité, quel que soit l'âge du patient, vous allez noter que l'épaisseur de cette lamina dura, elle est presque la même. Quel que soit l'âge. Ce n'est pas parce qu'on est jeune, on a une épaisseur qui est faible, et lorsqu'on est vieux, on a une épaisseur trop importante. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que si d'un côté, il y a une apposition qui est contenue, il faut que de l'autre côté, j'ai un phénomène qui va équilibrer. Donc, si je fais une apposition contenue au niveau de la face desmodantale, au niveau de la face endostée, j'ai beaucoup plus une activité, bien sûr, elle est cyclique, mais elle est beaucoup plus une activité des résorptions. Une activité de résorption, mais aussi on peut l'appeler une activité de transformation. Un os qui était dense vers un os moins dense, on va transformer un os fasciculaire vers un os spongieux. Donc si je veux transformer un os qui était dense en un os moins dense, c'est comme je fais de la résorption. Je réduis sa densité. Donc au niveau de la face endostée, c'est une transformation qui est l'équivalent d'une résorption. Puisque je réduis au niveau de la densité, donc je résorbe. Dans quel objectif j'ai cette transformation? Dans l'objectif de conserver une épaisseur qui est constante. Donc la nature, elle était programmée dans le sens d'avoir tout le temps une épaisseur constante de la lamina dura. Donc si d'un côté, je mets de l'os, il faut que de l'autre, je réduis, bien je transforme la nature de l'os, donc c'est comme je suis en train de résorber. Ok? La finalité, c'est que j'ai tout le temps, même si la dent se déplace, derrière, j'ai tout le temps une corticale, une lamina dura qui est d'épaisseur constante. Donc là, c'est le principe de base des déplacements physiologiques, c'est de conserver des épaisseurs de lamina dura constante. Donc il y a une compensation. Voilà, il y a un mécanisme qui va régler à la recherche de cet équilibre, donc égal épaisseur constante de la lamina dura. Donc si on prend ce même raisonnement du côté de la résorption, côté mésial par exemple, si je regarde la face desmodantale, au niveau de la face desmodantale, j'aurai de la résorption osseuse. Puisque je dis donc une face, elle est par en résorption. Donc du côté des desmodants, j'ai une activité donc plus d'ostéoclaste. Oui ou non? Oui. Donc si je résorbe de l'os, j'ai un mur. J'ai un mur qui présente une épaisseur. Imaginez que je commence à détruire ce mur-là. Donc il faut créer
à un certain moment, je peux donc l'effondrer. Mais la nature, non, c'est pas ça. La même chose, prenons le concept et le principe donc, de garder une épaisseur constante. Donc si d'un côté j'ai réduit, de l'autre, Apposition. je vais Osteoblaste. à position. Donc je fais quoi au niveau de la position? Je vais transformer un os qui était moins dense, os spongieux, vers un os cortical. Corticalisé, donc plus dense. Donc transformation d'un os plus dense, ça veut dire que vous avez formé. Vous avez créé encore donc, de la masse osseuse. Donc on a, au niveau de la phase montale, on a simultanément donc, des foyers de résorption. Bien sûr, on a majoritairement donc, des foyers de résorption, majoritairement des unités nucléaires de base de résorption, mais il y a d'autres unités qui sont soit en activation, en inversion, ou bien au repos. Et c'est ça qui permet toujours à avoir une attache entre l'alvéole et la dent. Parce qu'imaginez, si j'ai toute la surface, elle est en résorption. Mobilité. Ça veut dire que je n'ai aucun ancrage de la dent à son alvéole. La dent, elle devient comment? Mobile. Mobile. Ce qui n'est pas le cas. La dent, elle bouge, mais elle n'est pas mobile. Donc, j'ai tout le temps, je garde tout le temps, au niveau de cette paroi en résorption, un certain ancrage. Donc, j'ai donc, certaines unités multinucléaires qui sont soit en état de repos, soit en état d'apposition en hôpital. Et la même chose, il y a, du côté donc, de la résorption desmodontale, il y a l'activité aussi des fibroblastes, parce qu'il faut donc à un certain moment détruire les fibres qui attachent la racine à la dent, au niveau du site de la résorption, et de nouveau, il faut que ces fibroblastes reconstruisent donc de nouveaux fibres pour qu'ils seront de nouveau attachés au moment de la position. Donc, il y a ces fibres qui seront donc détruites au départ, puis reconstituées au niveau de l'os néoformé. Donc, face desmodontale, du côté de la résorption, c'est la résorption. Du côté endosté, qu'est-ce que je vais avoir? C'est la transformation de l'os. Transformation de l'os qui était donc spongieux vers un os